On se lance. Ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on veut lancer ce projet-là de podcast. Ça a été une route sinueuse, mais enfin! Je m'appelle Jessie Nadeau et je suis avec Mélanie Lemay. On est amies depuis 3 ans. 3-4 ans, là, ouais. Puis on est deux militantes. Ça, on se rejoint à cause de ça. Puis c'est aussi ce qui a amené à créer ce projet-là, C'est assez. De mon côté, pour moi, c'est assez, ça veut dire quoi? C'est assez avec l'impunité, c'est assez avec notre façon d'interagir les uns avec les autres, puis ça suffit aussi la façon dont on essaye de faire des caricatures des personnes qui veulent reprendre leur pouvoir, qui veulent s'exprimer, qui veulent dénoncer les barrières auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Puis pour moi, c'est d'autant plus important et significatif de dire c'est assez parce que, tu sais, toi et moi, on a participé aussi à l'organisation de la marche qui avait lieu cet été, puis quand tu parles d'embûches puis d'obstacles, je pense qu'on en a vécu des pas pires. Ouais. Fait que, tu sais, quand on fait l'historique aussi, c'est intéressant de regarder ça aussi, tu sais, de voir de où on est parti puis où on est rendu aujourd'hui. Puis je pense que c'est un processus de reprise de pouvoir, ce qu'on fait aussi, là. Exactement, parce que là, maintenant, tout le monde en fait des podcasts. Puis on voulait quand même le faire. On utilise à notre façon différents médiums. Puis ce qui est intéressant, c'est que toi, c'est plus dans les médias traditionnels. Moi, c'est plus dans les médias, sur le web, en fait. Fait que là-dessus, je trouve qu'on se complète bien. Puis le podcast, c'est une façon, en fait, d'aller à plus en profondeur de certains sujets. Si on le fait en live sur Instagram et tout, mais je trouve que c'est un bon format. Puis je suis vraiment contente qu'on fasse ça ensemble, enfin! Ouais, moi aussi, je suis touchée puis émue parce que, comme tu le dis, ça permet d'apporter plus de nuances, ça permet d'engager un vrai dialogue, puis ça crée un espace qu'on retrouve pas habituellement avec les façons habituelles et traditionnelles de traiter la nouvelle, tu sais, parce que malheureusement, tu sais, le format ne permet pas nécessairement toujours des entrevues de fond, ça permet pas de vulgariser. Souvent, tu sais, le clip est tellement court, t'as 2 minutes pour passer ton point, ton idée. Fait que c'est dur pour les gens après à la maison de regarder ça, qui sont pas nécessairement concernés directement par ce qui est dénoncé ou ce qui est présenté. Puis moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant, tu sais, dans notre processus, c'est que et toi et moi, on a joué avec l'apparence et les codes qui sont propres à chacun des médias. Tu sais, je pense, moi, mettons, avec les médias traditionnels, j'ai plus adopté une apparence plus corpo, plus passe-partout. Tandis que toi, avec les médias sociaux, je trouve ça intéressant d'entendre ta démarche aussi par rapport à ça, là. Ça me dérange pas du tout, en fait, de déranger. Puis je le fais pas dans l'optique de déranger, c'est juste que je vais dépasser certaines barrières aussi qui se voient de façon générale sur les réseaux sociaux. J'ai appris aussi à jouer avec ce média-là dans les dernières années. Tu sais, j'ai essayé plusieurs approches pour que différents messages soient entendus. Puis ça me fait penser aussi comment qu'on a commencé ce projet-là parce que autant qu'on a fait affaire avec certains médias pour parler de politique, ça le dérangeait en fait qu'on essaie de vulgariser puis de rendre ça accessible aux jeunes, aux gens qui nous suivent sur Instagram, sur Facebook. Et on avait eu une plainte d'une journaliste. Et ce que je trouve intéressant pour les gens qui ont pas nécessairement suivi cette saga-là, c'est qu'en fait, on avait commencé, nous, comme première idée, de se dire « Hey, on va rendre accessible la politique aux gens, tu sais, on va les aider à comprendre qu'il y a différents partis politiques aussi, que c'est pas juste ceux qui sont présentement à l'Assemblée nationale, qu'il y en a beaucoup d'autres au Québec. » Fait qu'on avait commencé à prendre un peu la tribune que toi puis Alex, vous avez, parce qu'Alexandra Stilini aussi, au départ, elle voulait s'impliquer avec nous. Finalement, la vie nous a emmenés complètement ailleurs, l'une et l'autre. Mais tout ça pour dire que quand on s'est lancé au début, on voulait couvrir la campagne électorale provinciale, donc la dernière qui a eu lieu. On avait parlé à tous les partis politiques officiellement enregistrés. Puis dès que ça a été visibilisé ou qu'on l'a annoncé qu'on faisait ça, tout de suite, on a reçu une plainte du DGEQ, tu sais, parce que justement, on vient brancer parce qu'on crée quelque chose qui est un précédent qui était pas là avant. Puis, tu sais, je pense que fort de cette expérience-là aussi, on a vu à quel point on a un fil conducteur qui est intéressant, qui est novateur, mais qui mérite aussi d'être visibilisé puis amplifié. On a parlé de politique, puis c'est comme ça un peu qu'on a commencé, mais on veut pas seulement parler de politique avec ce projet-là, parler de différents mouvements sociaux, d'enjeux. Puis aujourd'hui, on va surtout parler de justice, l'accès à la justice, surtout pour les personnes victimes de violences, que ce soit violence conjugale, violence à caractère sexuel. On se lance dans ce sujet-là. Puis pourquoi la justice? Moi, je trouve que c'est important de le mentionner aussi parce que d'une certaine façon, la politique, on s'imagine que ça se passe juste dans les parlements, une fois aux 4 ans. Mais en réalité, la vie de tout le monde est politique. T'sais? Fait que c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir comment on peut rendre visible
tous les éléments qui font en sorte que certaines personnes, en fait, se retrouvent exclues de la société. Parce que, de façon pernicieuse, on a une histoire qui est peu connue. On a des mythes, des stéréotypes qui font en sorte que certaines personnes sont marginalisées. Puis je trouve aussi que c'est intéressant de voir comment on fait dans le quotidien. Il y a la violence aussi, au jour le jour, qu'on se rend pas compte d'à quel point notre façon d'être aussi, elle a un impact très nocif, tu sais, dans le quotidien des autres. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler, tu sais, parce que tout est politique. C'est vrai, ça. Puis tu sais, on vit dans une espèce d'illusion de démocratie d'une certaine manière, parce que au final, entre ce qui est écrit dans la Charte des droits et libertés puis comment ça se vit au quotidien, il y a une marge incroyable. Et je trouve que la beauté des réseaux sociaux, en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle circule beaucoup plus facilement. Il y a des gens comme toi qui ont une tribune incroyable et qui fait en sorte que les gens commencent à creuser un écart important entre comment on interprète les enjeux sociaux et comment la structure qui a été établie et construite dans une période où la majorité des gens qui aujourd'hui ont une tribune existait pas, il y avait pas de droit. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder comment, en fait, on vit dans un idéal, mais qu'il y a un écart entre les deux. Et que c'est cet écart-là que toi et moi, on a envie de réparer, je pense, en donnant des tribunes puis de la visibilité aussi sur des initiatives puis sur la réalité des personnes aussi qui portent ces luttes-là. Vraiment. Puis on a notre parcours aussi qui nous a amenés à vouloir changer les choses. Est-ce que tu es à l'aise de parler du tien pour commencer? Mais oui, bien sûr. Mais c'est sûr que, dans le fond, moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'exprimer dans l'espace public, c'est lié, en fait, à une expérience, comme tu dis, personnelle. C'est que moi, j'ai vécu une agression quand j'étais au cégep. Et j'arrivais pas à comprendre, en fait, pourquoi c'était aussi difficile d'obtenir de l'aide et du soutien. Parce que partout où j'allais, en fait, c'était moi qu'on pointait, puis c'était comme si tout était de ma faute. Puis moi, c'était vraiment un choc. Puis tu sais, on aura la chance d'en parler plus tard, peut-être dans un podcast où on parlait de philosophie. Mais j'ai comme eu l'impression que je sortais de la caverne, un peu comme Platon le disait. Puis ça, c'est que dans le fond, c'est que j'ai réalisé que tout ce que je pensais être vrai, tu sais, que par exemple, la journée que j'aurais besoin d'aide, j'aurais juste à appeler les policiers, puis magiquement, ils allaient être là pour moi. J'avais juste à faire des démarches, puis là, la justice allait fonctionner. Puis, tu sais, C'est pas passé comme ça du tout? Ben malheureusement non. Puis ce que je constate, c'est que ça lève le voile aussi sur le fait que ce que moi j'ai vécu en fait, c'est l'expérience de la majorité, tu sais, qui vit des agressions sexuelles. Puis encore là, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est que tout le monde me disait qu'il fallait que j'aille voir la police, tu sais. Fait que je me suis retrouvée dans une position où j'étais pas crédible tant que j'allais pas voir la police. Puis les mêmes propos qui sont encore dits aujourd'hui, là. Il y a rien qui change. Ouais. Moi, l'été passé, je me suis fait dire la même chose aussi, tu sais, d'aller voir les policiers. Pourquoi je peux aller voir la police? Jusqu'à tout récemment aussi, avec des avocates. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes un peu l'histoire du mouvement, ben il y avait un film qui s'appelle Mourir à tue-tête, qui fête ses 40 ans, puis ça a été filmé, puis honnêtement, il y a pas une grande différence, tu sais, malgré tout ce qui s'est produit, tu sais, depuis. Tu sais, c'est assez incroyable, puis tu te dis, ben si on fait rien de concret aujourd'hui pour en parler, puis qu'on profite pas du momentum actuel qui est ouvert pour mettre en place des structures puis des choses nouvelles, ben on va être au même stade dans 30 ans, 100 ans d'ici. Fait que c'est pour ça que c'est important, en fait, de parler de ça puis d'essayer de donner un coup de barre maintenant qu'en plus, avec la pandémie, on a comme une opportunité incroyable de revoir notre façon de fonctionner. Puis c'est d'autant plus urgent considérant qu'on va avoir à faire face à l'effondrement climatique. Et je pense que pour la personne que tu es qui porte ces causes-là, c'est sûr que je pense que c'est évident qu'on a besoin d'agir, tu sais, parce que sinon, on est en train de trahir les générations non seulement qui nous ont précédés, mais aussi celles qui s'en viennent. Vraiment, vraiment. C'est ce qui me motive à me réveiller le matin, là, sincèrement, là, sentir que je peux faire tout ce que je peux, en fait, pour faire un changement, faire avancer les choses, puis en même temps, de remarquer qu'en 40 ans, il y a pas grand-chose qui a changé dans le discours, puis dans les lois, dans le système. Ça peut être décourageant aussi, là. Fait que j'ai pas toujours ce feu-là prête. La guerrière en moi, des fois, est fatiguée, là. Fait que je suis contente qu'on puisse en parler aussi avec des experts, des expertes, pour voir concrètement, là, qu'est-ce qu'on fait, pour vrai. Qu'est-ce qu'on fait parce que ça marche pas. Ben, cet été, il y a eu une autre vague de dénonciation. Puis là, qu'est-ce qui a changé, tu sais? Quelqu'un qui se fait agresser d'un matin, qu'est-ce concrètement qui a changé? Est-ce que les gens autour sont formés? Les personnes qui vont la recevoir, qui vont
entendre son témoignage. Là, qui prend ça en charge, je le sais pas. Moi, je suis une citoyenne qui a pas toutes les réponses. Je navigue là-dedans. J'ai appris moi-même, j'ai pris conscience, en fait, de violences que je vivais, de violences que j'étais aucunement la seule. Je me rends compte à quel point on est plusieurs. Fait que c'est assez. Ouais, c'est assez. Puis ce que je trouve intéressant en tant qu'artiste, c'est toute la notion de se dire comment on peut créer, en fait, le monde de demain. Tu sais, prendre le canevas actuel qui est comme l'immobilisme puis l'impunité, puis se dire comment collectivement on peut apporter une couleur, apporter une différence dans toute cette espèce de mosaïque sociale. Puis je pense que ça va être important qu'on se parle, tu sais, qu'on vulgarise des concepts, parce que malheureusement, ça devient de plus en plus polarisé aussi, parce que les réseaux sociaux sont un bon vecteur d'information, mais de désinformation aussi. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de documentaires aussi qui en parlent, à quel point les algorithmes viennent d'autant plus biaiser et distancer et éclater le filet social. Fait que je pense que tous ces enjeux-là sont vraiment importants à vulgariser. Puis je pense que dans un idéal de démocratie, où on a 3 piliers, tu sais, dont, entre autres, oui, la justice, on a la politique, mais on a aussi les médias, tu sais, qui sont censés être des chiens de garde un peu de nos démocraties. J'aime l'image. Ben, on voit au final qu'il y a un glissement qui est en train de s'installer avec le 21e siècle. Fait que comment on ajuste tout ça? Fait que je pense que ça va être vraiment un bel enjeu et ça met la table aussi sur notre invitée d'aujourd'hui, Oui. qui est Catherine Descoteaux. Donc, c'est sûr que je vais la laisser se présenter. Mais d'emblée, c'est une femme que j'admire énormément. C'est une avocate qui essaie au quotidien d'apporter une différence. Puis je suis très contente qu'on l'ait invitée aujourd'hui parce que je pense que c'est une invitée clé pour lancer, en fait, notre podcast. Alors, bonjour Catherine, très contente de te voir aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Merci à toi. En plus, je suis sortie post 20h. Je suis pas sûre qu'on peut mettre ça au montage. Ben oui, mais non, mais on a le droit, là. On a des petits papiers, là. C'est vrai qu'on a le droit. Fait que, pour une fois que je peux sortir de chez nous après 20h. Exact. C'est comme la sortie de l'année. Exactement. Fait que, dans le fond, moi, je suis avocate. J'ai un parcours vraiment spécial. Là. Moi, j'ai eu une autre vie où j'étais en sciences, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'investisse plus dans ma société. J'ai été vraiment ébranlée par les vagues de manifestations en 2012. C'est ça qui m'a vraiment politisée. J'étais étudiante au bac à ce moment-là. Puis mon cheminement s'est comme poursuivi pour aller faire un bac en droit. Puis là, durant mon bac en droit, en fait, il y a eu le mouvement #MeToo qui a levé à l'automne 2017. Et j'étais à ce moment-là impliquée avec des amis qui étaient toutes très émotives par rapport à ce qui se passait. On avait vraiment envie de s'impliquer. On a décidé de partir une clinique juridique à l'UQAM par les étudiants de l'UQAM de façon bénévole, mais pour tout le monde qui voudrait venir chercher l'information juridique dans les contextes d'agression sexuelle. Puis on était assez large. On visait aussi à aider les personnes qui avaient vécu des situations de violence conjugale, des situations de harcèlement sexuel aussi, donc pas juste l'agression sexuelle avec le contact physique, mais vraiment avec une vision super large. Et on a parti cette clinique-là. Elle existe encore aujourd'hui. C'est une vraiment belle clinique. Je les suis encore actuellement sur les réseaux sociaux. Elles sont vraiment impliquées. Elles font beaucoup de vulgarisation par rapport aux enjeux d'agression sexuelle. Elles sont en train de monter des projets pour aller dans les écoles. C'est vraiment chouette comme projet. Puis en fait, est-ce qu'on peut dire c'est où qu'on peut les suivre? Oui, ben en fait, leur nom c'est le Salvas, S-A-L-V-A-S, et ce n'est pas lié à Éric Salvaille. Oh. Mais Excusez. ça n'a pas de lien ensemble. J'espère. Non, c'est pas voulu. C'est un acronyme qui, je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire, Service d'aide légale pour les victimes d'agression sexuelle. Je pense que c'est ça le nom. Ça sonne pas mal mieux. Oui, ça sonne pas mal mieux, puis c'est pas mal plus court de dire Salvas. Donc, vous pouvez les suivre, c'est vraiment un bel organisme à suivre. Puis en fait, après ça, j'ai fini mes études dans mon bac en droit. Je suis allée travailler un petit peu au DPCP comme stagiaire pour aller chercher un peu d'expérience en criminel. Puis par la suite, je suis allée travailler dans un organisme pour travailler auprès des personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Et là, j'ai quitté cet organisme-là tout récemment. Donc, je m'implique vraiment... j'ai vraiment un intérêt pour tout ce qui touche aux violences sexuelles. Je me sens vraiment touchée par ça en ma qualité de femme. Puis je suis aussi une personne qui est très fonceuse dans la vie, qui est très... j'aime ça défoncer des murs, mais j'aime ça débattre. Littéralement? Ben non, pas littéralement. OK, ben mais j'aime ça débattre. Pour vrai, là. Ouais, Ça peut être self-care aussi, là. ouais, c'est ça. J'aimerais ça faire les trucs de pitcher des haches là, dans les murs. Comme on là. a fait là, cet Oui. automne, c'est très thérapeutique, Exact. on Ben, le recommande. Faudrait que j'aille le faire. Ça Je- défoule. Vrai, c'est sûr. La destruction comme thérapie, là, ça vaut de l'or. C'est hein. clair. Ouais, ça libère la colère comme fois 1000, parce que souvent on l'encaisse dans notre corps, hein, puis de l'extérioriser, je trouve que c'est tellement puissant, parce qu'on est
temps survie dans notre société, tu sais. Il y a comme pas d'espace vraiment sain où on peut vraiment se sentir en sécurité. Pour avoir côtoyé ce milieu-là d'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est très dur. Tu sais, toute l'image. Tu sais, puis comment il faut avoir l'air professionnel. Puis tu sais, puis comment le professionnel est vu et perçu et construit. Moi, je trouve que c'est très violent parce que je suis convaincue que des personnes qui sentent que la personne qui t'accompagne a été de l'autre côté de la chaise aussi, ça fait toute la différence, tu sais, parce que c'est vrai qu'on hiérarchise beaucoup dans l'opinion puis l'imaginaire public, qu'il y en a des plus graves que d'autres, mais au final, c'est encore une façon de redonner du pouvoir à l'agresseur, parce qu'on s'intéresse pas au final à la victime puis comment elle le vit. Puis je trouve que ça témoigne de notre façon dont le système de justice est complètement construit pour faire valoir les droits des accusés, mais non pas nous, tu sais, parce que nous, on n'existe même pas dans ce processus-là. Fait que si tu veux nous expliquer un peu comment ça marche. Ben oui, en fait, t'es allé exactement où ce que je voulais m'en aller. Le système, comment il est construit actuellement, tu sais, quand on réfléchit à comment le système, par exemple, de droit criminel qui criminalise l'agression sexuelle a été conçu, faut qu'on remonte à il y a vraiment longtemps. Donc, initialement, une agression sexuelle, ça s'appelait un viol, et c'était vraiment dans un cas où une femme était agressée sexuellement par un homme qui n'était pas son conjoint, parce que la femme était la propriété de son mari. Puis par la suite, la définition du viol s'est élargie, mais c'était encore super restrictif. Il fallait qu'il y ait une pénétration. Avec émission de sperme. Avec émission de sperme. C'était la procréation qui était menacée, exactement. Donc la propriété du mari, encore une fois. Exactement. Fait que c'est quand même intéressant, ça. Puis je pense qu'il y a 4 types aussi pour que, à l'époque, ce soit considéré. Je pense que c'était même pas un viol à ce moment-là, c'était un attentat à la pudeur. Ben, il y avait le viol qui existait, puis il y avait l'attentat à la pudeur, mais le viol était vraiment très rare parce que, justement, il fallait que ce soit fait avec une pénétration. Puis là, il faudrait que je me retourne dans mes cours tu sais, dans mes lectures, là. Mais il y avait beaucoup plus d'agressions qui se faisaient, qui étaient de l'attentat à la pudeur. Donc, des attouchements, par exemple, c'était considéré comme des attentats à la pudeur. Mais c'était difficile d'obtenir des poursuites à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de tabous par rapport à l'agression sexuelle. C'était considéré comme normal de se faire toucher si on était moins bien habillé, par exemple. Puis c'était tout le temps dans un contexte aussi où c'était un homme qui agressait une femme. Il y avait pas, l'inverse n'était pas vrai. Un homme pouvait pas se faire agresser, une femme pouvait pas se faire agresser par une autre femme, etc. Puis c'était très hétéronormatif comme façon de le voir. Puis c'est pas très surprenant quand on regarde notre background historique. Je pense aussi qu'il fallait s'intéresser à la commune renommée, fait qu'il fallait que la femme démontre qu'elle était digne de respect. Il y avait aussi l'élan spontané, donc il fallait que ce soit fait dans une fenêtre de 24 heures. Oublie, 2 jours plus tard, c'était trop tard. On entend encore ça. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à une époque où en fait, en 1983, il y a eu une grosse réforme dans le code criminel qui a eu lieu, là, on a arrêté de parler en termes de viol, puis on a commencé à parler d'agression sexuelle. L'idée, c'était de dire que c'était un acte de violence qui était posé avec une dimension sexuelle. Donc, on voulait vraiment révolutionner. Il y avait vraiment une belle volonté de la part des gouvernements d'aller montrer ce caractère-là violent de l'agression sexuelle, puis c'était aussi super inclusif parce qu'on parlait de l'attouchement, donc de la simple tape sur les fesses jusqu'à un viol avec pénétration, par exemple, ou même, tu sais, des groupes, des trucs comme ça causant lésion. Et là, je sais pas si vous allez faire un trigger warning, par exemple. Oui, parce que là, c'est important d'en parler, tu sais, parce que c'est pas juste aussi un trauma-avertissement sur, mettons, la violence conjugale, la violence sexuelle ou plus largement, tu sais, des descriptions graphiques de viol, mais c'est aussi toute la violence aussi qui vient avec la revictimisation qui est imposée par le système. Puis ça aussi, je trouve, souvent, on n'en parle pas assez d'à quel point la structure sociale actuelle fait en sorte que le traumatisme de dénoncer, des fois, il est aussi grave et pire que l'agression. Tu sais, puis moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. J'ai l'impression que en fait, j'ai même pas eu l'opportunité de décider si j'allais en dénoncer ou en parler ou pas. Ça a été quelqu'un d'autre qui a parlé à ma place. Puis ça, je trouve que c'est très violent parce que même dans mon processus de reprise de pouvoir, c'est comme si une fois que tu dénonces, ton histoire est plus à toi. L'agression sexuelle, telle qu'on l'a dit, tu sais, justement, comme je disais, il y a vraiment une volonté d'élargir le tout, mais les préjugés qui existaient, on entend encore parler de viol. Aujourd'hui, on entend encore parler de la réputation sexuelle de la personne qui porte plainte, etc. Puis c'est des préjugés qui datent de ces années-là, Les années 80, c'est là qu'il y a eu cette réforme-là. Initiative-là. Exactement. Puis ça fait quand même presque 40 ans. Là. Dans 2 ans, ça va faire 40 ans. Puis pourtant, on a encore ces préjugés-là qui circulent. Est-ce que c'est parce que les juges sont âgés? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment qu'on a une société qui véhicule ces préjugés-là.
Puis ça fait qu'en fait, quand une personne veut aller porter plainte, ben justement, des fois, son histoire ne lui appartient plus parce que c'est quelqu'un d'autre qui décide d'aller porter plainte à sa place. Mais c'est aussi parce que comment le système est conçu actuellement, si une personne a vécu une agression sexuelle, elle va porter plainte à la police, par exemple, si c'est ça qu'elle décide de faire. Et là, à ce moment-là, la police va transférer le dossier au procureur de la Couronne, puis c'est le procureur de la Couronne qui est en charge du dossier. Donc, de diriger le dossier devant le juge dans les mesures criminelles. Ça veut dire que la personne, son avocat, le procureur de la Couronne n'est pas son avocat. Donc, la personne n'a pas le contrôle sur son dossier. Donc, le procureur va décider d'aller ou non continuer le dossier, d'entamer des négociations, etc. Il y a des balises qui existent actuellement, des PCP, qui les obligent, les procureurs, à consulter la personne avant d'entamer des procédures. Mais ça reste que la personne n'est pas maître de son dossier. Et ça donne vraiment un sentiment de ne pas reprendre le contrôle sur une situation où nous a déjà nié notre contrôle initial. Donc ça, c'est super... ça rajoute au traumatisme, en fait. Comme tu as dit, Mélanie, c'est vraiment traumatisant de sentir qu'on s'est fait nier notre contrôle sur une situation en vivant, par exemple, une agression sexuelle. Puis là, par la suite, on se retrouve dans une situation où le système judiciaire nous dit « Non, c'est toujours pas toi qui peux prendre le contrôle de ce dossier-là. » C'est fou quand même parce que là, de se faire dire d'aller voir la police, parce que, tu sais, moi, dans mes démarches, je suis pas allée voir la police parce que j'avais eu des mauvaises expériences dans le passé. Puis, durant mes procédures, on m'a dit plusieurs fois « Ben, pourquoi t'es pas allée? » Mais dans le fond, si je comprends bien, en allant voir les policiers, là, je perdrais peut-être contrôle sur les procédures. Pas sur tout le dossier, en fait. C'est parce que le système de droit, il est vraiment fait en silo où il y a plusieurs domaines de droit. Donc, il y a le droit criminel, qui est vraiment quand on va voir la police. Il y a le droit civil. Donc là, par exemple, vous avez peut-être entendu parler que récemment, il y avait Patricia Tulane qui a décidé d'intenter un recours civil contre Gilbert Rozon parce que il a été acquitté en décembre. Puis ça, c'est vraiment un recours indépendant. Donc, ça se fait vraiment de façon indépendante. Sauf que dans un recours civil, l'avantage, c'est que là, elle garde le contrôle là-dessus. Elle engage un avocat. Son avocat, il est redevable à Patricia Tulane. Et là, elle a vraiment le contrôle de prendre les décisions. Son avocat, il est obligé de se soumettre à elle. En termes de coût, ça ressemble à... C'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est ça. La grosse différence, c'est que le procureur de la Couronne est payé par l'État. Donc, c'est gratuit pour une personne qui va porter plainte puis dont le dossier est repris, mais dans un contexte de droit civil, c'est la personne elle-même qui doit financer le coût. Et souvent, ben, ça implique aussi de s'impliquer en termes d'énergie dans des batailles judiciaires qui peuvent durer des années, de se mettre là-dedans, de prendre ces décisions-là. Ça va coûter super cher et on ne sait pas si on va gagner au final. Ça donne pas envie. Non. Puis le fardeau est plus facile en droit civil qu'en droit criminel, mais ça reste que c'est quand même quelque chose qui est coûteux d'un point de vue de charge mentale. Puis il faut savoir dans quoi on s'embarque avant de s'embarquer là-dedans, tu sais. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, parce que le fardeau de preuve, c'est vrai qu'il est pas pareil. Puis je pense que beaucoup de monde ont de la difficulté à comprendre ce que ça veut vraiment dire. Tu sais, je pense que, tu sais, comme au civil, c'est le ballon des probabilités. Donc, c'est laquelle des deux versions qui est la plus crédible plus un. Fait que c'est le juge qui a vraiment l'autonomie de trancher. Mais je trouvais ça le fun de t'entendre parler aussi sur le fameux « hors de tout doute raisonnable », vu que, de toute façon, la victime, dans ce processus-là criminel, a pas vraiment d'avocat, parce que, dans le fond, le procureur est l'avocat de l'État. Fait que je trouvais ça intéressant de voir aussi, tu sais, avec l'arrêt WD, si tu peux résumer, c'est quoi, vulgariser aussi? Ben oui, c'est une super bonne question, parce que, dans le fond, en droit criminel, on va dire que c'est un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, ça veut dire qu'il faut que le juge soit convaincu, sans l'ombre d'un doute, que la personne, l'agresseur présumé, je dis ça en guillemets, là, a commis le geste. Mais dans un contexte où on est, admettons, dans une situation d'un vol, par exemple, ben on a des éléments matériels. On a retrouvé le bien qui a été volé, on va avoir des empreintes digitales, on va avoir des photos, on va avoir un paquet de choses. Dans un cas d'agression sexuelle, c'est la parole de la plaignante contre la parole de l'agresseur. Puis ça rend la preuve beaucoup plus difficile à faire, hors de tout doute raisonnable. Puis au début des années 90, la Cour suprême a rendu le jugement WD qui expliquait que comme dans le fond, établit des balises pour déterminer si, lorsqu'on était dans une situation de témoignage contradictoire comme ça, si on pouvait trouver que l'agresseur était coupable hors de tout doute raisonnable.
Donc, il y avait 3 étapes que le juge est obligé de suivre. La première étape de ce test-là, c'est est-ce qu'il croit l'accusé? Donc, est-ce que, juste en écoutant le témoignage de l'accusé, il est capable de dire « Ouais, je pense qu'il me dit la vérité ». S'il pense que l'accusé lui dit la vérité, il est obligé de l'acquitter. Sinon, on passe à l'étape suivante. Et là, il faut qu'il se demande si le témoignage de l'accusé soulève un doute dans son esprit. Donc, juste avec le témoignage de l'accusé, sans tenir compte du témoignage de la plaignante, il faut qu'il se demande si il soulève un doute. S'il y a un doute, moindrement, il est obligé de l'acquitter. Et là, sinon, on passe à la 3e étape. Puis là, en regardant l'ensemble de la preuve, donc le témoignage de la plaignante, le témoignage de l'agresseur, est-ce que là, il y a un doute raisonnable? Ça part de l'accusé, par contre. Avant de se rendre à la plaignante, ça part de l'accusé. Exactement. Fait que les 2 premières étapes, le témoignage de la plaignante est même pas pris en compte, en fait, dans des situations comme ça. Donc, à moins d'avoir des preuves matérielles, mais des preuves matérielles, t'as pas ça dans un cas d'agression sexuelle. À quel point on pense pas à ça quand on vient de se faire agresser? Ben, c'est ça. Ça revient un peu à obliger la plaignante à aller à l'hôpital dans les 3 jours qui ont suivi son agression pour pouvoir faire un test. Ce qui rappelle un drôle de mythe. Ben, c'est ça. Ça nous rappelle vraiment l'historique qu'on a vu tantôt. Fait qu'au final, ben, on est en train de perpétuer ce mythe-là. Pour des enjeux qui, tu sais, je suis pas en train de remettre en question la présomption d'innocence de l'agresseur dans le système criminel. C'est vraiment important parce qu'on veut pas mettre des innocents en prison. Je comprends. Je pense que c'est vraiment important qu'on respecte cet enjeu-là. Mais est-ce qu'on peut aussi commencer à valoriser aussi la santé mentale des plaignantes? Parce qu'elles s'impliquent dans un processus qui va durer des années, qui va souvent rajouter un nouveau traumatisme à celui qu'elles ont déjà vécu. Puis là, on se retrouve dans une situation où, ben, elles pourront même pas vraiment être entendues. Puis j'en ai vu des dossiers où on a un juge qui dit « Je crois, madame, mais je suis obligée d'acquitter l'agresseur. » Puis, aïe, aïe! Ouais. Et ils disent, en fait, c'est pas ça la question, c'est pas ça que le droit me dit de faire. C'est ça qui est intéressant, c'est toute la notion aussi de la jurisprudence qui vient s'ajouter, tu sais. On a eu un arrêt qui s'appelait l'arrêt Roson. Puis ça, je sais pas si t'as le goût d'en jaser un peu ou... Ben, en fait, Roson, tu sais, d'un point de vue juridique, il y a pas... C'est vraiment niaiseux à dire, mais il y a rien d'extraordinaire, cet arrêt-là, dans le sens où c'est outrageux parce que Roson... Je sais pas c'est quoi, moi, l'arrêt Roson. OK, c'est l'arrêt de Gilbert Rozon. Oui. Donc, qui a été, dans le fond, rendu son jugement d'acquittement, qui a été rendu fin des années 90, début 2000. Tu sais, lui, en fait, il a plaidé coupable pour agression sexuelle, mais c'était la première fois, en fait, tu sais, que... Ah oui, tu parlais de ce premier jugement-là. Je pensais que tu parlais de celui de décembre. Oh non! Il y en a tellement. Fait que... ben non, en fait, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que dans son premier jugement... Roson avait été trouvé coupable, mais si je me souviens bien, il avait reçu une absolution conditionnelle. Donc, au stade il avait été trouvé coupable par la juge, mais au moment de déterminer la sentence, la juge a décidé de ne pas lui donner de sentence, elle lui a donné une absolution inconditionnelle, à mon souvenir. Oui, parce qu'il n'y avait pas déjà de casier judiciaire. Exactement. Donc, c'était la première fois, et lui avait plaidé coupable, parce qu'il voulait négocier, en fait, comme opportunité de pouvoir continuer de voyager à l'international, parce que c'était donc une grande perte pour le Québec que cet homme, qui est un pilier de l'histoire québécoise, ne puisse plus exercer son métier. Donc, nécessairement, tu sais, je suis désolée, mais on pouvait pas laisser un homme d'une aussi grande stature en prison. Fait que, nécessairement, il fallait créer un arrêt, tu sais, en son honneur pour pouvoir faire en sorte que... C'est ça, le fameux arrêt Roson. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de casier judiciaire en ayant plaidé coupable. Ce qui est intéressant de savoir, en fait, avec Roson, c'est que là, on a l'impression qu'avec le mouvement des courageuses, avec la plainte qui a été déposée par Patricia Tulane, c'est comme si un pauvre homme, en fait, qu'on est en train de salir dans l'espace médiatique et public. Mais les gens oublient que lui a déjà plaidé coupable au début des années 90, fin 90, début 2000, pour agression sexuelle. Les gens oublient vite, puis les gens aiment les agresseurs. Oui. Je voulais rebondir sur quelque chose aussi par rapport à la présomption d'innocence. Mm-hmm. Parce que moi, je regarde beaucoup ce qui se discute, tu sais, publiquement, puis... chez monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Les pourcentages de faux témoignages, de fausses accusations, c'est quoi? Ça représente quoi, réellement? Si je me souviens bien, je pense que c'était 3 sur 1000, quelque chose comme ça. Bon, 3 sur 3 1000. ou 5 sur 1000. C'est dans ce... Et c'est omniprésent dans le discours public. Oui. C'est omniprésent. Et pourtant, c'est le même ratio que pour n'importe quelle autre infraction. Hein. Quand tu regardes pour
un vol, justement, c'est le même pourcentage de fausses déclarations qui est répertorié. Mais il y a cette crainte-là que je dirais les femmes, de façon générale, instrumentalisent l'agression sexuelle pour détruire la carrière des hommes. C'est vraiment un mythe auquel on tient socialement. Puis même si on a justement, dans le cas de Roson, c'est un bel exemple, on a des dizaines de femmes qui ont dénoncé sur la place publique des gestes qu'ils ont vécus, puis au final, il y a encore des gens qui doutent de sa culpabilité. Puis je suis pas en train de dire que je doute de sa culpabilité, de ce qui a été décidé à la cour, tu sais, dans le sens où je comprends l'état du droit en tant qu'avocate, je comprends le système de droit dans lequel ça se situe, mais je pense que peut-être que le système de droit n'est pas capable de répondre correctement aux besoins qu'on a actuellement. Donc, il faut le changer. Peut-être qu'il faudrait le changer. Créer quelque chose en parallèle aussi. Ben, tout est possible, en fait, en ce moment. Puis je trouve que c'est ça qui est beau avec les prises de parole publiques. Ouais. Parce que, tu sais, si je peux me permettre, j'ai l'impression, tu sais, entre autres, Michaël Lessard avait rédigé un article sur la présomption d'innocence. Oui, très bel article. Puis comment c'est instrumentalisé. Ouais, ça fait pas longtemps. Je pense que c'est 2018, peut-être. Je pense que c'était après #MeToo. 2017. Ouais, 2017. C'était juste après C'était par rapport #MeToo. à Alice. Mais en tout cas, c'est quand même récent comme article, puis très d'actualité, parce qu'en réalité, c'est comme une notion, tu sais, la présomption d'innocence, qui est utilisée juste quand c'est des situations d'agression sexuelle. Exact. Quand c'est des allégations de corruption, là, tout de suite, tu vois l'opinion publique qui dit « Mettez-le en prison, va falloir, c'est un pourri, nanana ». Mais quand quelqu'un dénonce une agression sexuelle, ah là, la victime, c'est elle qui est une menteuse, qui essaie de détruire sa vie, qui détruit sa carrière. Exact. Puis tu sais, là, la présomption d'innocence, on peut pas s'attaquer à ça, c'est un pilier de notre démocratie. Puis moi, ce que je trouve important de nommer, c'est qu'il y a personne qui remet ça en question. C'est juste que c'est un concept qui appartient à la cour et non pas à l'espace public. Exactement. Puis ça, c'est une nuance tellement importante à apporter parce que s'il y a bien une chose qui est importante de parler en ce moment des agressions dans l'espace médiatique, c'est qu'il y a un écart qui s'est creusé entre les prises de parole, les vagues de dénonciation et où on en est dans nos structures et la capacité de ces structures-là à s'adapter pour recueillir ces témoignages-là. Puis je pense que c'est cet écart-là que tu essaies d'expliquer aussi, Catherine, c'est qu'en réalité, on essaye de prendre l'ensemble du spectre de la violence sexuelle, puis on veut la faire rentrer dans des définitions, puis dans des structures qui ont été créées avant même que les femmes soient considérées comme ayant des droits. Et encore aujourd'hui, on laisse derrière beaucoup de personnes pour qui ça fait même pas partie de la liste des options de dénoncer à la police. Mm-hmm. Parce que c'est un système qui répond aux besoins de 5% des survivantes qui ont cette capacité-là d'aller à la police. Puis du 5% qui dénoncent, mais au final, il y en a une infime partie que ça va aboutir à une sentence. Puis dans ceux de celles qui dénoncent, il y en a encore une plus petite partie qui sont des fausses allégations. Parce que pour se rendre à l'étape d'aller voir un policier, il y a bien du monde qui ont resté en silence en arrière. Là. C'est ça, avant même de vouloir dénoncer ou de vouloir aller chercher de l'aide, les jugements intériorisés font déjà en sorte que la plupart vont pas parler. Ben oui, il y a les jugements intériorisés, puis je dirais aussi, il y a des communautés pour qui c'est plus difficile d'aller porter plainte à la police. Je pense aux travailleuses du sexe, entre autres, beaucoup de personnes qui sont dans des communautés racisées aussi. C'est vraiment difficile quand on vit du profilage racial sur une base régulière de la part de la police, puis que là, tout d'un coup, on nous dit, ben va voir la police pour porter plainte pour ton agression sexuelle. Le lien de confiance, il est pas construit encore. Il faut vraiment le rétablir, puis on n'est pas à veille de le rétablir, on dirait. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de barrières qui existent qui font en sorte que les personnes sont pas capables d'aller accéder aux outils qui sont en place dans le système judiciaire. Ce que je trouve intéressant de faire un parallèle aussi, c'est que c'est contre-naturel par rapport à ce que tu as de besoin, toi, quand tu viens de vivre une agression sexuelle. Ah oui, super pertinent. De rentrer dans le système. C'est genre même... c'est contre-productif parce que ça répond pas du tout à tes besoins, c'est pas du tout réfléchi avec toi en cause. Puis moi, en fait, mon mémoire de maîtrise porte là-dessus, tu sais, c'est sur comment on doit développer en parallèle de ça un sentiment de justice. Parce que le fait de s'engager dans un processus n'est pas corollaire à un processus de guérison. Puis souvent, les gens, tu sais, puis une étude québécoise qui avait été menée, qui avait déterminé, en fait, que même toutes celles pour qui même il avait réussi à aboutir à une sentence ou une condamnation, s'il avait à refaire le processus, elle le ferait pas. Mm-hmm. Parce que c'est trop traumatisant. Puis moi, je trouve que c'est vraiment une clé importante parce qu'il y a des travaux dans lesquels je me suis impliquée récemment, tu sais, que j'ai pas nécessairement le droit de divulguer pour le moment, mais qui touchent un peu le palier fédéral. Puis c'est là où tu vois, en fait, que il faut commencer à réfléchir aux victimes qui sont pas entendues d'une quelconque façon. Tu sais, il faut réfléchir aux besoins en parallèle, puis à ce qui pourrait être mis en place. Puis ça passe aussi par la capacité
de s'assurer que les acteurs du milieu judiciaire, puis pas juste les policiers ou les avocats ou les juges ou les procureurs, mais aussi ceux qui vont recevoir les premiers dévoilements, tu sais, les médecins, les infirmières, l'entourage. Sur comment recevoir un témoignage. Oui, parce que le silence, il est profond. Tu sais, quand tu t'arrêtes aussi, à combien de temps ça prend avant de dénoncer? Ça prend longtemps. Tu sais, beaucoup ont vécu des agressions en étant mineurs. Ça va prendre toute une vie avant qu'ils osent dénoncer, tu sais. Puis... Ça aussi, c'est un autre mythe à déconstruire. Il y en a qui disent, pourquoi attendre si longtemps, comme si c'était plus valide. Puis cette incompréhension aussi de vouloir aller chercher de l'aide ou de dénoncer, de vouloir entamer des procédures 30 ans après. Exactement. Ouais, surtout qu'au début du siècle, tu sais, il fallait que tu te dépêches, comme on disait tantôt, de dénoncer, mais ça prenait des témoins, ça prenait quelqu'un, tu sais, qui était capable d'attester. Il fallait que tu montres tes marques, tes bleus, tu sais, puis même moi, tu sais, dans le cadre de mon propre processus, tu sais, parce que tu as dit que t'avais pas dénoncé, moi, j'ai été contrainte à le faire, parce que j'avais aucune crédibilité aux yeux du public tant que j'avais pas déposé ma plainte. Puis quand je l'ai fait, on m'a demandé, puis ça c'est très graphique, là, fait que j'avertis, mais on m'a demandé de me mettre à genoux pendant la plainte enregistrée puis de mimer mon viol. Tu sais, puis mon agresseur avait le droit d'avoir accès au contenu de la vidéo parce que lui, il peut se préparer, il peut monter sa défense d'une virgule à l'autre que j'ai dite, pas dite, le vocabulaire que j'ai employé, pas employé, alors que moi, j'ai pas accès à ça. Parce que sinon, tu sais, je serais trop prête. Puis si j'ai l'air trop confiante ou si je dis trop les bonnes choses, c'est douteux aussi parce que au final sur la victime parfaite. Oui, mais la victime parfaite n'existe pas vraiment parce que même je prends encore le cas de Roson dans le cas d'Annick Charrette, elle était pas mal décrite comme une victime parfaite par le juge dans son jugement et malgré ça le juge n'a pas trouvé Roson coupable parce que à cause des règles législatives en fait, c'était pas vraiment ça le point. Fait que on peut être une victime parfaite et quand même pas arriver à une condamnation. C'est fou. Fait qu'il faut que tous les acteurs impliqués soient plus éduqués. Vraiment. Puis qu'il y ait des ressources aussi, puis que, les personnes, en fait, qui peuvent même pas aller chercher de l'aide, qu'on les écoute. Puis sinon, ça devrait être traité à part aussi, les agressions à caractère sexuel, à part des autres types de violences. Peut-être qu'on devrait arrêter de le voir comme un problème juridique aussi. Tu sais, à la base, si on se replonge dans l'historique que j'ai fait tantôt, c'était un problème juridique parce que on venait de l'historique que la femme était une propriété puis que la propriété est protégée par le droit. Mais si on arrête de voir ça comme un problème juridique puis qu'on commence à le voir comme un problème social puis politique, là, on peut commencer à sortir des sentiers battus puis se dire que justement, peut-être que ça prend plus de ressources d'aide psychologique, ça prend de l'éducation sexuelle, mais aussi pour recevoir les témoignages, comme vous avez dit, ça prend peut-être des processus où les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles peuvent se rencontrer pour se parler, pour des fois juste ne serait-ce que pour nommer à des agresseurs potentiels ce qu'elles ont vécu, puis même si c'est pas leur propre agresseur, on voit ça des fois dans des cas de justice réparatrice où il y a certains organismes qui sont pas tellement financés par le gouvernement, malheureusement, qui mettent en commun des personnes qui ont été victimes ou survivantes avec un agresseur, une personne qui a été trouvée coupable, puis elles leur font se parler. Ça peut permettre des fois d'aller chercher cette réparation-là. Mais faut qu'on tienne compte des besoins. On l'a mentionné tantôt, je pense que c'est toi, Mélanie, qui parlait des besoins des personnes qui ont vécu ça. Puis de toute évidence, quand on regarde les chiffres, puis quand on regarde les témoignages, le système actuellement ne répond pas à ces besoins-là. Fait qu'il va falloir qu'on commence à être plus créatif que ça. Tu sais, tantôt, tu parlais, Catherine, de l'arrêt CWD, puis comment, en fait, il y a 3 critères qui font en sorte qu'au final, tu sais, il y a peu de causes qui peuvent vraiment aboutir à une sentence. Puis est-ce que c'est vraiment ça l'objectif qu'on doit avoir socialement? Moi, je me questionne. C'est ça. Moi, j'ai pas l'impression que d'individualiser un problème qui est systémique, qui découle de la culture du viol, qui est de la culture du silence, qui est construite depuis tellement d'années, puis ça, c'est sans parler des rapports en lien avec le colonialisme, avec le racisme, tu sais, le capacitisme, parce que c'est aussi quelqu'un qui a un trauma, quelqu'un qui vit avec les répercussions de ça, est pas jugé crédible non plus aux yeux des acteurs du milieu judiciaire, est trop sensible, ou tu sais, peut-être qu'elle a inventé cette histoire-là. Mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de paramètres, puis moi, ma question, c'est, est-ce que c'est vraiment les meilleurs acteurs sur le terrain? Tu sais, est-ce que ça pourrait pas être des acteurs communautaires? Ça pourrait-tu être des gens qui, naturellement, sont là quand les gens décident de dévoiler les agressions? Est-ce que c'est obligé d'être des gens qui, historiquement, ont pas réussi à faire la preuve qu'ils étaient les mieux outillés pour y arriver? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on essaie de rentrer
un carré dans un cercle, tu sais. Fait que ça... En tout cas, moi, c'est une question qui appartient, je pense, à la société au final. Je pense que c'est ça, les débats qui sont en train d'avoir lieu dans l'espace public, qui sont importants, parce qu'ils permettent justement d'illustrer puis de mettre en lumière tout ça. Puis tantôt, je parlais de l'arrêt WD parce que justement, le politique, à la Cour suprême a rendu une décision, mais ça fait pas acte de loi, tu sais. Donc, le politique pourrait très bien décider demain de rendre une politique autre qui balise le système. Le criminel relève du gouvernement fédéral, là, donc ça serait vraiment Ottawa qui devrait se pencher là sur la question, mais il pourrait décider d'adopter des balises qui seraient différentes de celles de WD, vu que c'est pas écrit dans aucune loi nulle part. En fait, il pourrait décider de changer ça du jour au lendemain. Il pourrait décider d'offrir plus de protection aussi aux personnes qui décident de porter plainte, par exemple. Il y a déjà des protections qui existent. Si une personne est fragile, on peut demander d'avoir un paravent pour qu'elle voit pas l'agresseur. On peut être en visioconférence, ça existait même avant la COVID, d'être en visio pour son procès, pour pas être dans la même pièce que l'agresseur. Il y a aussi une charte des droits des victimes qui existe depuis 2015, je pense, mais qui est pas vraiment mise en application. Il y a beaucoup de droits des victimes qui sont impliqués là-dedans, qui sont rédigés là-dedans, mais au final, sont pas vraiment mis en application tant que ça. On dirait qu'il y avait une belle volonté de rédiger ça, puis au final, ça s'est pas vraiment reflété dans quoi que ce soit. Puis peut-être encore une fois que le problème, c'est peut-être parce que c'est pas le droit la solution. Puis je dis ça en tant qu'avocate en plus, qui est un peu ironique. Je veux dire, je crois que le système de droit peut vraiment aider du monde, sinon je serais pas dans ce job-là. Mais dans ce contexte-là, on dirait que il y a des balises qu'on peut pas faire. Puis justement, Mel a parlé de la culture du viol. Puis je pense qu'il faut qu'on commence à voir ce problème-là qui est systémique, en fait. Puis je peux peut-être me permettre de faire un exemple aussi pour expliquer ce caractère systémique-là, c'est que si on part d'un système où, justement, si on repart à notre cours d'histoire du début, on part avec un grain de sable, puis au fur et à mesure, il y a des impuretés qui se rajoutent dessus, éventuellement, ça finit par former une perle. Mais si notre grain de sable était tout croche, initialement, notre perle va être toute croche aussi. Alors que si notre grain de sable était très beau, super bien poli, on va se ramasser avec une belle perle ronde, une belle sphère. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on vit avec cette idée-là, qu'on a transformé le système, on a essayé de l'adapter au fur et à mesure à des idéaux qui étaient louables au final, mais on n'a pas vraiment réformé en profondeur ce système-là. On n'est pas allé travailler sur le grain de sable. Puis là, on se retrouve avec une perle qui est toute croche, puis qui est pas capable de répondre à rien, à aucun besoin, parce que on n'est pas capable d'aller aussi loin qu'on devrait le faire. Ce qu'on devrait avoir, ça serait je sais même pas si ça serait des commissions, tu sais, des commissions publiques que ça prendrait. J'ai l'impression que il y a déjà eu des choses comme ça qui ont été faites dans le rapport d'experts qui a été déposé en décembre, et pourtant, ce qu'ils proposent, il y a des initiatives intéressantes qui étaient proposées dans le comité d'experts, mais au final, il allait pas en profondeur dans la réforme du système, dans le rôle que les acteurs y jouaient. Est-ce que ça nous prend une année où tout le monde s'assoit ensemble puis parle de culture du viol? Est-ce qu'il faut vraiment continuer de faire des dénonciations sur la place publique pour illustrer ce problème-là, pour engendrer des discussions? Je sais pas, j'ai l'impression que il faut que tout le monde se mette ensemble. C'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, parce que souvent, on va pointer des doigts dans la société. On va pointer le système de justice, on va pointer les politiciens, on va pointer les individus, on va pointer les industries. Mais au final, c'est un peu une responsabilité collective aussi. Ouais. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est que, tu sais, on a déjà eu des échanges, tu sais, puis toi et moi, Jessie, on avait déjà interviewé, entre autres, le premier ministre Justin Trudeau. Ouais. Ouais, puis ça avait fait aussi controverse. En tout cas, c'est pas d'hier qu'on a de la misère à... Si vous le réinterviewé par le 8WD, s'il vous plaît, quand même. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouvais intéressant des échanges qu'on a eus, puis je sais même pas à quel point je peux partager tout ça, mais tu sais, parce qu'il y avait un huis clos aussi, fait qu'il faut que je me garde une mise en demeure. Oui, c'est juste ça, pour bien partir le podcast. Mais ce que je peux partager, en fait, c'est un peu l'impuissance. Puis je vais prendre quelque chose qui est public, comme ça va être correct. Mais ils ont voulu faire une loi, tu sais, pour qu'ils puissent faire en sorte que les juges soient formés. Oui. Pour être capables de, quand ils traitent des causes d'agression sexuelle, de rendre des jugements qui sont pas nécessairement, qui sont partiaux, tu sais, qui arrêtent d'être partials. Parce qu'en ce moment, l'enjeu, c'est que c'est teinté aussi de leur propre vécu, de leur propre interprétation.
Donc, ça aussi, c'est un peu un mythe de la neutralité que tu peux peut-être mieux expliquer que moi, mais d'une certaine façon, puis je veux pas insulter non plus le milieu juridique, mais ça reste que c'est des humains qui sont produits d'une société et qui nécessairement se retrouvent à devoir représenter les intérêts d'une société, mais avec juste une partie des réponses. Puis ça avait été bloqué au Sénat quand même avec des bonnes raisons, d'une certaine façon, ce projet de loi-là pour former les juges, parce que c'est comme si c'était perçu par les acteurs du milieu judiciaire comme une intrusion dans le monde du juridique de la part du politique, premièrement, puis deuxièmement, parce que t'avais des avocats de la défense qui disaient « Mais comment qu'on va défendre nos clients si du jour au lendemain, vous nous retirez toutes nos munitions pour pouvoir agir. » Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que même dans la plus haute instance de notre pays, il y a un immobilisme structurel. Ça bénéficie ces gens-là, en fait. Ben, c'est le statu quo. L'ignorance. Puis le statu quo, c'est quoi? Puis, tu sais, quand t'as des personnes, tu sais, puis on se cachera pas, il y a des agresseurs dans toutes les sphères de la société. Fait que quelqu'un qui se retrouve dans une décision de pouvoir voter ou pas une loi, ben ça soulève des questions sur est-ce que c'est vraiment dans son meilleur intérêt à lui en tant que législateur. Fait que tu sais, c'est touché puis c'est très sensible ces réalités-là parce que ça reste qu'au final, on peut juste se fier sur nous-mêmes. Puis c'est ça que j'ai réalisé au final en tant que victime survivante, là, c'est qu'il y a juste sur nous qu'on peut vraiment baser notre espoir. Tu sais, puis c'est en se collectivisant ensemble parce que j'ai l'impression que c'est vraiment les mouvements sociaux qui sont vecteurs de changement. Mais après, il faut avoir une écoute. Il faut que les nouvelles puis les propositions qui sont apportées par les militants soient reçues. Il faut que monsieur, madame, tout le monde soit ouvert aussi à entendre des idées novatrices. Fait qu'en tout cas, je sais pas si vous voulez réagir à ce que je dis. Il y a du travail à faire, mais c'est ça, on a beaucoup parlé de droit et tout, et ça, c'est un peu moins mon expertise. Je l'ai expérimenté par mon vécu récemment, je me suis dit, OK, peut-être que faudrait que je pousse un peu plus loin mes démarches. Mais c'est ça, de façon générale, tu sais, où est-ce que je sens que j'ai un peu plus de pouvoir, c'est en m'exprimant, puis en partageant aussi des témoignages, puis en collaborant avec d'autres personnes pour qu'ensemble, on crée des mouvements, des manifs, puis pas juste nécessairement des manifs avec des pancartes, mais aussi des mouvements en ligne. Puis là, avec la COVID, tu sais, des conférences que je donne dans des écoles, avec des avocates aussi. Puis c'est là que je vois, je me dis, bon, il y a de l'éducation, tu sais, auprès des jeunes, puis il y a des discussions qui se passent sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur son cell. C'est là que je vois qu'il y a peut-être quelque chose qui change dans le discours public. Pour le reste de ce que j'ai expérimenté, je vois des années devant moi en termes de tout ce qui est droit, procédure judiciaire. Donc, je sens vraiment qu'il y a plus de changements concrets qui se passent quand, collectivement, on apprend c'est quoi le consentement. C'est quoi les différentes violences qu'on peut vivre, qu'il y a des discussions qui se passent aussi chez les gens, dans leurs relations avec leurs amis. Ça me fait penser aussi à notre introduction où est-ce qu'on disait la politique, ça se passe aussi dans nos prises de position quotidiennes. Fait que c'est ça, on dirait que c'est là. Mais souvent, je me sens complètement impuissante là, quand on parle justement de tout le système où je me sens petite. Là. Je suis tellement pas outillée. Fait que là, moi, c'est de prendre le micro puis de partager les expériences, puis de partager ce qui se passe en ce moment, ce qui cloche. Puis il faut le faire, cette prise de parole-là aussi, parce que c'est ça qui réveille aussi. Je pense que les vagues de dénonciation qu'on a eues dans les dernières années, c'est ça que ça exprime aussi. Tu sais, ce désir-là de dire « je veux reprendre le pouvoir sur ma situation », puis de commencer à dire que, ben oui, vous avez peut-être fait des changements, des améliorations dans les dernières années, mais ça répond pas à mes besoins encore. Puis je pense que c'est vraiment important que des gens comme toi le fassent, ben comme vous, en fait, là, même dans ce podcast-ci, vous donnez cette tribune-là, parce que le système de droit est vraiment compliqué, puis on se cachera pas que c'est souvent écrit dans un jargon qui est vraiment complexe, puis ça prend des années à l'étudier puis à travailler dedans pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est. Puis même moi, je suis encore mélangée dans ce que... Ben, pas tout le temps, mais tu sais, il y a encore des trucs où je suis confuse. Fait que pour quelqu'un qui connaît pas ça, qui essaie de s'immiscer là-dedans, il y en a pour des années à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puis ben, peut-être que la solution pour répondre à ses besoins peut passer par le droit, mais peut-être aussi que justement, cette prise de parole-là va permettre de faire émerger une éducation qui va permettre de transformer les mentalités. Puis le fait je trouve qu'on parle beaucoup plus de consentement depuis quelques années, puis c'est d'actualité. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'engouement. Peut-être que c'est ça que ça crée au final, cette espèce d'intérêt
pour en entendre parler. Puis je sais quand il y a eu justement #MeToo, moi j'ai eu une belle discussion avec mon père où je lui ai expliqué qu'à chaque fois que j'allais dans un show, parce que je me tenais beaucoup dans les shows d'électro, j'ai dit à chaque fois que j'allais dans un show, moi ou une de mes amies se faisait taper les fesses, systématiquement. Puis c'est vraiment pas une grosse agression grave qui m'a traumatisée. Ben ça reste que c'est ça, la culture du viol, au final. Puis je me souviens que mon père était outré d'apprendre qu'encore aujourd'hui, ça existait. Fait que peut-être que c'est à ça que ça sert, de faire ces prises de parole-là, de faire réaliser que, ben non, c'est pas parce qu'on a fait des changements législatifs en 83 que tout est réglé au final. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, puis je pense que c'est vraiment important de faire ces prises de parole-là. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes, parce que premièrement, moi puis Jessie, on aura la chance d'en reparler dans le cadre d'un autre podcast, mais tu sais, on a vécu une expérience dans un bar qui était assez particulière, parce qu'on s'est rendu compte au final qu'il y avait des gens dans le bar qui droguaient du monde volontairement, puis c'était vraiment comme une usine à bonbons, là, tu sais, c'était en plus un party thème Candyland. Ouais, c'était beaucoup... en fait, il y avait beaucoup de personnes queer, en plus, beaucoup de femmes queer à cet événement-là. Fait qu'on le voyait comme une façon pour ces hommes-là qui distribuaient cette drogue-là et qui clairement faisaient pas partie de la communauté de pouvoir aussi faire des agressions punitives qu'on appelle, tu sais, qui est comme de... Puis en même temps, qu'est-ce qui se serait produit? Tu sais, moi, j'ai parlé avec des experts après de cette situation-là, puis ils m'ont dit, ben ça se peut très bien que ce soit une question de trafic humain, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, tu vas dans un bar, tu disparais, qui va savoir où t'es allé, tu sais, fait qu'il y avait des gros enjeux, on a essayé de faire des choses sur le moment, la sécurité a pas voulu agir, on s'est rendu compte finalement que la sécurité dans les bars, souvent, c'est pas pour les personnes qui sont intoxiquées contre leur volonté, mais plus pour s'assurer que les hommes se tapent pas trop la gueule. Fait que tu sais, c'est là où on a vu qu'on n'existait pas vraiment non plus, tu sais, en termes de ce qui est perçu comme sécurité, puis on aura la chance, tu sais, j'ai des amis aussi qui essaient de changer les choses. Mais je trouve ça intéressant de voir, tu sais, même moi, quand j'ai créé la loi dans les cégeps et les universités, il y en a plein des choses à faire pour la transformer, que ce soit vraiment applicable. Puis c'est ça que je me dis, c'est que on a beau faire toutes les discussions qu'on veut, on pourrait avoir sur papier les meilleures stratégies au monde. Le fait est que si nos préjugés, nos perceptions font en sorte qu'on n'est pas capable de reconnaître les situations d'agression qui se déroulent devant nous et qu'on n'est pas capable non plus d'intervenir avant même qu'elles se produisent, parce que même si on est témoin, parce que c'est ça aussi. C'est important que tu dis aussi. Oui, parce que souvent, on va se dire « Hey, c'est la parole de l'une contre l'autre ». Mais là, tu réalises au final qu'il y avait toute une gang en arrière qui ont été témoins de certains trucs, de certains comportements, de certaines attitudes, puis que personne n'ose en parler parce que c'est comme une bombe chaude, tu sais. Puis moi, ce que je trouve particulier de ça, c'est que, justement, tu sais, des idées, là, écoute, je pourrais te faire la liste, là, créer un nouveau domaine de droit, tu sais, qui serait fondé sur la violence fondée sur le genre. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir des outils législatifs, tu sais, parce qu'il faut élargir la boîte à outils, parce qu'en fonction du vécu, en fonction des besoins, ça va évoluer à travers le temps. Puis il faut que tous ces recours-là soient applicables. On n'a pas parlé non plus de la Commission des droits de la personne, mais la preuve, elle est beaucoup moins élevée, en fait. Il faut juste démontrer qu'on a été vraiment victime d'une discrimination, puis c'est basé sur la charte. Fait que ça, c'est quand même un mécanisme qui est intéressant. Il y a Kimberly Marin, une de mes cofondatrices de Québec contre les violences sexuelles, qui a réussi à déposer une plainte contre l'ETS, puis qui a été dédommagée aussi pour tout ce qu'elle a vécu. Pour le harcèlement sexuel qu'elle a vécu, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des trucs qu'on peut construire en parallèle, mais ça pourra jamais être effectif tant et aussi longtemps qu'on va pas se regarder individuellement sur nos propres comportements. Ouais. Puis tant qu'on parlera pas de sexualité saine, positive, inclusive, tu sais, qui célèbre aussi même la sexualité féminine, le plaisir féminin, moi j'ai l'impression qu'on va rester un peu avec ce tabou-là de la sexualité, que tout ça est caché, puis on va continuer aussi d'associer la sexualité à la violence, parce que c'est ça qu'on voit aussi dans la culture populaire. Puis je trouve que les créateurs de contenu ont tout un rôle à jouer, puis peut-être que, tu sais, à travers nos épisodes, on va pouvoir décortiquer aussi comment chacun a du pouvoir pour résoudre cette situation-là, puis comment on peut célébrer nos existences. Une fois qu'on est capable de voir qu'est-ce qui est pas sain dans la sexualité, c'est quoi le consentement, bon, après, comment qu'on peut la vivre, notre sexualité, tu sais, c'est quoi les façons de la vivre, puis là, c'est là où est-ce que ça rentre en ligne de compte de montrer plein de façons. Puis c'est ce que je trouve beau aussi, parce qu'on accuse souvent le mouvement d'être puritain, d'être un nouveau clergé, là, puis que nous, les woke, on essaye genre d'imposer un nouvel ordre social qui est comme limite on peut plus flirter, là. Ouais, c'est ça. Ouais, on pourra plus la libido. Ou un pauvre homme, ils sauront plus cruiser. Ça va prendre un contrat notarié. J'ai jamais eu autant d'orgasme depuis que je sais c'est quoi le consentement.
Le sexe est vraiment meilleur, là. Oui, exact. À quel point c'est... Ouais, c'est ça. Puis apparemment, les féministes ont plus d'orgasmes aussi Bon, que la moyenne. Et un autre mythe à déconstruire. Ouais, c'est ça, les femmes queer, apparemment. Puis ça, c'est intéressant de parler de l'écart entre les orgasmes qui existent entre les hommes et les femmes versus les femmes de la communauté. Fait que ça veut dire que, tu sais, organiquement parlant, on serait capable d'avoir un beau potentiel parce que c'est psychologique aussi, la sexualité, la sensualité, tu sais, c'est pas juste mécanique. Fait que c'est quand même intéressant de regarder ça aussi, cette perspective-là. Puis c'est ça que j'ai l'impression qu'on est en train de voir en ce moment, c'est comme les balbutiements d'une révolution, tu sais, que ce soit sexuelle ou sociale, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à quelque chose qui est historique aussi de cette façon-là. Puis moi, ce que je trouve le fun aussi, c'est que en réalité, tu sais, quand on parle des difficultés qu'on a, tu sais, tant au niveau de la sexualité qu'au niveau de notre société, moi, j'avais fait un cours, tu sais, sur l'impact de la religion dans l'application de la politique ou de la société. Puis tu sais, quand c'est des situations d'agression sexuelle, tu sais, souvent, on va se dire, tu sais, qu'une victime qui veut pas pardonner, elle est vengeresse. Que, tu sais, elle devrait tendre l'autre joue, passer à autre chose, qu'elle est hargneuse. Puis souvent, le défi que je vois en intervention, tu sais, quand je reçois quelqu'un qui veut travailler les enjeux puis les conséquences d'une agression, c'est que tout de suite, elle a voulu pardonner. Puis en réalité, c'est qu'on donne pas le choix aux victimes, tu sais, dans le sens qu'on vit dans un contenant social où si tu pardonnes pas d'emblée, puis en plus que tu croises tout le temps ton agresseur parce qu'il y a rien qui est mis en place, mais tu te retrouves finalement constamment revictimisé, tu sais. Puis en plus, t'es vu comme la poffine de pas passer à autre chose, tu sais. C'est inconfortable pour les gens autour, en fait. Ouais. Ouais. Tu sais, les gens veulent continuer à vivre leur vie sans se questionner, puis sans être confrontés au fait que ça existe ou qu'il s'est passé telle agression, puis cette personne-là, bon, ça fait en sorte que c'est un agresseur. Pour le contact aussi avec la personne qui a vécu l'agression, tu sais, autant avec l'agresseur, mais aussi avec la personne qui l'a vécu, des fois, ce que tu peux voir, c'est aussi... Il y a peut-être une certaine compassion quand la personne vient en parler, mais par la suite, quand la personne elle vit dans son traumatisme, puis que ça se répercute pendant des années par la suite, puis que ça y arrive de brailler ou de revenir sur l'événement, ben les gens ils ont plus la patience non plus de pouvoir accueillir ces émotions-là non plus. Oui, là. oui. Fait que, reviens-en. ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve dur, pour avoir vécu plusieurs agressions dans ma vie à différentes périodes aussi, puis avoir été la cible parce que justement, j'étais féministe, puis j'en parlais dans l'espace public, il y en a pour qui c'était comme un thrill de venir m'attaquer. J'ai l'impression que t'as le droit à une shot pour ce qui est de dénoncer. Parce que dans le fond, moi, c'est comme si j'ai choisi l'agression, tu sais, qui était la pire aux yeux de la société. Tu sais, j'ai encore la marque de ses ongles sur mon avant-bras, là, juste dire. Puis moi, c'était fascinant, là, ce que j'ai entendu des policiers. Tu sais, la première fois que j'ai voulu en parler, on m'a dit au téléphone, mais là, c'est-tu ton ex? Parce que si oui, ça serait vraiment bas d'essayer de te venger comme ça. Fait qu'encore une fois, le mythe de la vengeance, qui est religieux, fait qu'on m'a brimé dans ma capacité à exercer mes droits à cause de notre espèce de catho-laïcité. Puis d'une certaine façon aussi, ce que je trouve qui est fou, c'est toute la manière où, tu sais, moi, quand j'en ai parlé à l'enquêtrice qui a fini par prendre ma plainte et qui m'avait demandé de mimer mon agression, qui était pas très cool. Puis d'ailleurs, elle était comme considérée comme spécialisée, là, fait que c'était pas comme une nobody, là. Elle était considérée puis elle donne la formation. Même chose pour ma procureure. Apparemment, j'avais la crème de la crème, mais tu sais, moi, ce que j'ai entendu et perçu, ça avait rien à voir, tu sais, parce que déjà, l'enquêtrice, elle m'a dit, tu sais, toi, Mélanie, c'est crédible que t'aies pu être agressée à cause de ton apparence. Mais il y a des femmes qui viennent des fois, dont une, tu sais, qui a dénoncé 10 agressions, puis elle est tellement pas crédible, on en fait un running gag dans le service de police, puis tu te dis, OK, fait que j'ai vraiment pas intérêt, tu sais, à retourner, parce qu'au final, t'as pas nécessairement d'agentivité, tu te fais juger même par les gens qui sont censés t'accueillir dans ce que tu dévoiles. Puis je dis pas que tout le monde est comme ça, c'est ça aussi, c'est que quand on parle des violences du système, on dit pas que tout le monde dans ce système-là, tous les policiers, tous les procureurs sont mauvais. Tu sais, je pense que ça, c'est une nuance importante aussi, mais c'est que c'est la structure dans laquelle tout ça s'installe, puis le résultat, qu'au final, on réalise que c'est pas adéquat, tu sais. Puis je pense que ça, c'est une nuance importante, parce que j'en connais du monde qui sont extraordinaires, mais dans tous les milieux, il y a place à l'amélioration. Exact. Puis pour conclure, pour les personnes qui écoutent puis qui ils finissent sûrement avec plus de questionnements que de réponses. Si on vit une agression, on se dirige vers qui? On fait quoi? Ben, je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin en ce moment? Parce que la réponse va varier. Il y a beaucoup de ressources qui existent en soutien psychologique, soutien juridique aussi.
Donc, tu sais, je pense, entre autres, la meilleure ressource en soutien psychologique que vous pouvez trouver, c'est probablement la ligne ressources provinciale pour les agressions sexuelles. J'ai pas le numéro, je m'en souviens pas par cœur, mais je pourrais le retrouver, vous l'envoyer si vous le voulez pour la diffusion. Cette ligne-là va permettre, si on appelle, en fait, elle permet de trouver les ressources dans notre secteur selon nos besoins particuliers psychosociaux. Donc, c'est vraiment intéressant de les appeler, les CALAX, les CAVAC, mais ça dépend tout le temps des besoins qu'on a. Tu sais, des fois, je pense que, par exemple, quelqu'un qui est de la communauté queer, par exemple, pourrait essayer d'appeler un organisme qui intervient particulièrement auprès de personnes de la communauté queer, même s'ils n'ont pas nécessairement une expertise en violence sexuelle, parce qu'ils vont mieux comprendre peut-être les réalités aussi de cet enjeu-là. Même chose aussi pour, par exemple, des personnes qui sont des migrantes de première génération. Des fois, ça vaut la peine d'appeler directement ces organismes-là. Fait que mais ça, c'est si on veut du soutien. Des fois aussi, pour les proches des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, il y a des groupes qui permettent d'évacuer aussi pour pouvoir faire ce soutien-là, pour pas tomber dans la fatigue de compassion. Si ce qu'on veut, c'est se lancer dans un recours, ben là, justement, il y a tout l'aspect juridique, judiciaire. On peut aller porter plainte à la police. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais il faut juste savoir dans quoi on s'embarque avant de le faire. Parce qu'il y a des gens pour qui ça va être satisfaisant d'avoir cette condamnation-là aussi, d'avoir avoir un juge qui le reconnaît, puis sont prêts à prendre le risque qu'il y ait un acquittement, puis ça va leur faire plaisir de le faire. Fait que je pense que c'est correct que des personnes veulent aller dans cette voie-là. Oui, puis je trouve que c'est une notion importante, ça, parce que je pense qu'il faut pas éliminer des options, il faut au contraire en ajouter. C'est ça, puis juste bonifier celles qu'on a déjà, tu sais, peut-être améliorer la formation, c'est ça, s'assurer que ce soit inclusif puis sécuritaire. Je trouve ça important parce que moi, je suis en contact avec une survivante, en fait, tu sais, c'était comme il a été surnommé l'agresseur au dentier. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est qu'à chaque fois qu'il a été sorti de prison, parce que c'est un multirécidiviste sur 40 ans, il a toujours créé des nouvelles générations de victimes. Fait que lui, il peut pas être réhabilité socialement, tu sais. Il faut qu'il reste en prison si on veut vraiment prévenir la création de nouvelles victimes. Mais c'est un discours qui est atypique aussi dans ce qu'on entend aujourd'hui. Puis je pense que, tu sais, on parle beaucoup de justice réparatrice, de justice transformatrice. Mais l'enjeu, c'est qu'encore une fois, on prend souvent des situations individuelles, puis ça reste au niveau individuel. Tu sais, si on voudrait vraiment parler de transformation de la société, ça prendrait une coordination entre tous les paliers de gouvernement. J'inclus aussi les municipaux, vu que c'est eux qui s'occupent du travail des policiers. Mais aussi, tu sais, puis provincial, fédéral, mais aussi essayer de voir comment ça peut être fait de façon transpartisane, parce que la partisanerie aussi, des fois, est un grand frein au niveau politique. Mais on pourrait regarder ça aussi interministériel, parce que souvent, on va juste cloisonner les solutions et les rapports à un ministère, alors qu'en réalité, ça prend quelque chose de beaucoup plus concerté et large. Puis tu sais, je pense aussi, tu sais, que largement, tu sais, dans nos discussions, puis les invités qu'on va avoir la chance de donner la voix aussi à des gens qui portent depuis plusieurs années, tu sais, des revendications comme définancer la police ou encore revoir, en fait, différentes alternatives à l'intervention puis aux soins, tu sais, parce que, comme on en parlait tantôt, l'injonction au pardon, elle est forte, mais il y a moyen aussi de réfléchir à des nouveaux modèles, d'intégrer des services. Puis ça, je pense que ça fait partie des recommandations du rapport d'experts qui était sorti récemment aussi à Québec. Oui, effectivement. Ben là, on est en train de conclure, fait que je sais pas si je vais rentrer dans cet aspect-là, mais c'est super intéressant, le rapport d'experts, parce qu'ils misent beaucoup sur la collaboration, justement, à ce niveau-là, de dire, quand une personne, par exemple, veut sortir publiquement, mais pas nécessairement, je veux dire, pas dans les médias, là, mais évacuer le fait qu'elle a vécu, par exemple, une agression sexuelle, ben là, il y aurait une espèce de ressource où elle pourrait aller. Il y aurait des services psychosociaux, mais il y aurait aussi des policiers qui seraient présents sur place. Puis tout ce monde-là pourrait répondre à ses besoins, en fait, répondre à ses questions juridiques aussi tout d'un coup, ce qui est vraiment intéressant parce je ne savais pas ça. Puis ben, c'est une recommandation du comité d'experts. Ce qui est très précieuse à mes yeux aussi. Oui, vraiment. Puis moi, c'est quelque chose que je considère c'est une des recommandations les plus avant-gardistes qu'ils ont faites, je trouve, dans ce rapport-là. Puis c'est vraiment intéressant qu'ils soient allés gratter cet aspect-là parce que, ben, en fait, des fois, aussi, tu ne sais pas c'est quoi tes besoins avant de te lancer. Fait que là, tu arrives à un endroit, puis ben, on va essayer de t'aider à évaluer tes besoins, en fait, ce qui est vraiment intéressant. Oui, puis je mettrai en lien au pire mon mémoire de maîtrise aussi parce que je parle de ça, sur comment il faut créer cet espace-là où la personne va pouvoir nommer ce qu'elle a vécu, prendre le temps de se déposer, de réfléchir à ses options puis à ce qu'elle veut exercer ou pas comme droit. Parce que ça va fluctuer aussi au courant d'une vie, puis des prises de conscience qui vont être faites à travers un processus de réparation sur elle-même, de reconstruction. Puis finalement, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la ligne SOS violence conjugale, parce que des fois, les agressions, ça se passe dans le couple. Oui. Et en même temps, pour les mineurs, ben il y a la Fondation Marie-Vincent. C'est sûr qu'il y en a un peu partout aussi, dans différentes régions. Il y a le CHAS, qui est le soutien aux hommes victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance. Puis parlant de violence conjugale aussi, moi, j'avais contacté un centre pour femmes. J'ai été sur une liste d'attente.
Puis finalement, ben à travers l'aide que j'ai thérapeutique, il y a aussi de l'aide juridique. Ah, intéressant. Ouais, ce que je savais pas. Fait que j'ai quand même accès à une avocate pour m'aider. Fait que des fois, il y a certains centres pour femmes qui vont offrir... C'est pas tous les plusieurs- centres. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'offrent. Là, Exact. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant de commencer avec un soutien psychologique parce qu'il faut quand même... Oui, il faut se repartir avant de se lancer là-dedans. Exactement. C'est important aussi tout au long des procédures parce que, comme on l'expliquait tantôt, des fois, il y a certains acteurs qui vont tenir des propos. Fait que de savoir qu'on a des droits aussi par rapport à ça, tu sais, avec la commission ou d'autres, c'est aussi utile. Puis je trouve que les besoins, souvent, ça va évoluer avant, pendant, après, tu sais, puis aussi à différents stades de la vie. Puis ça, c'est vraiment important de le prendre en considération, tu sais, parce qu'un enfant mineur aura pas les mêmes enjeux rendu adulte. Puis quelqu'un qui tombe enceinte aussi, tu sais, dans le monde médical, après, avec l'accouchement, il y a plein de trucs qui peuvent émerger. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis il faut comprendre aussi qu'on vient de tout juste de mettre la lumière sur un enjeu qui a tellement été caché, enfoui, puis qui continue de l'être, que aussi tout n'est pas parfait, puis il y a beaucoup de choses qui sont à construire puis à innover. Puis je trouve au moins qu'au Québec, on a cette beauté-là par rapport à d'autres endroits dans le monde qui, malgré un hashtag, sont pas nécessairement à la même place que nous. Tu sais, je pense qu'on a vraiment un bel espace pour collectiviser l'expertise parce qu'il y en a une belle au Québec particulièrement. Ouais. Puis je pense qu'on a la possibilité d'innover puis de créer des nouveaux modèles aussi, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve qui est beau, c'est qu'il y a quelque chose de fantastique, tu sais. Puis toute personne qui nous écoute aujourd'hui et qui serait intéressée à participer à ça, je pense que justement, c'est comme quelque chose de collectif puis d'immense qui est en train d'émerger, puis il faut être fier de ça. Ça finit sur une belle note Vraiment. positive. Ben merci, Catherine. Merci. Ouais, Ben, vraiment. merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun de parler avec vous ce soir. Hey, on a cassé la glace avec toi. Hey, c'est vrai? C'est vraiment Je me sens excitant, privilégiée. honnêtement. Puis si jamais il y a des gens qui ont des suggestions, des idées ou qui veulent réagir, tu sais, je pense qu'on est accessible aussi, fait qu'hésitez pas à nous écrire ou à proposer des trucs, là. Nous, on serait vraiment très intéressés aussi de visibiliser les initiatives puis les personnes qui font en sorte que ça marche. Puis n'hésitez pas aussi si vous avez des mobilisations, ou des manifestations ou des pétitions. Nous autres, on aime ça. On veut s'impliquer puis on veut créer un mouvement. Ouais, plus large. Une petite révolution tranquille 2.0, ça se prendrait bien. Ou pas tranquille du tout, là. Un ou l'autre. Je préfère pas tranquille. Ouais, moi aussi.